Bonsoir, bonsoir à tous, chers fidèles. C'est avec beaucoup de fébrilité que j'entame ce soir cette nouvelle causerie littéraire. Je tiens pour commencer à vous exprimer toute ma gratitude quant à votre fidélité et à votre patience dans la mesure où je ne suis pas très présente sur Twitch en ce moment. Je réussis à tenir néanmoins envers et contre tout mon planning de causerie et pour ce nouvel échange littéraire, j'ai le plaisir de recevoir Svetlana Pironko. Je vais la présenter. Svetlana, vous êtes née et vous avez grandi en Asie centrale, du temps de l'Union soviétique. Vous vivez à Paris depuis 1988. Vous avez été traductrice et interprète avant de commencer une carrière dans l'édition, d'abord à Paris comme agent littéraire, puis en Irlande. Pendant une quinzaine d'années, vous avez partagé votre temps entre Paris et Dublin. Et vous avez fondé d'abord une agence littéraire qui représentait des auteurs de langue anglaise, puis une maison d'édition à but non lucratif. Votre premier roman, Une heure avant la vie, a paru chez Le Passeur Éditeur en septembre 2022 et a été très favorablement accueilli par la critique. Bonsoir Svetlana. Bonsoir. Bonsoir, Eka. Alors, comme on avait dit toutes les deux en off, j'ai pour habitude de commencer mes causeries par une sorte de retour aux sources, aux premières fois, on va dire, décisives. Ce qui me semble d'autant plus intéressant ce soir dans votre vie d'écrivain, que la venue à l'écriture, en tout cas à l'écriture publiée, est une venue, on pourrait dire, tardive. Donc ma première question, c'est est-ce à dire que vous n'avez pas écrit avant ? Alors, ok, bonne question. J'ai écrit un journal toute ma vie, pratiquement depuis l'âge, je dirais, de 14 ans. D'abord en russe et puis plus tard en français, quand je maîtrisais suffisamment la langue pour pouvoir m'exprimer, enfin, pour moi toute seule, mais néanmoins. Et j'ai toujours pensé que ce n'était vraiment pas la peine que j'écrive pour être publiée parce que travaillant dans l'édition et même avant étant lectrice, vous voyez le nombre de livres publiés chaque année. Et puis je m'occupais d'écrivains quand j'ai commencé ma carrière dans l'édition. Souvent de premiers romans de jeunes écrivains, ou d'ailleurs pas si jeunes, mais débutants dans le monde impitoyable de l'édition littéraire. Et en fait, j'en étais très satisfaite, très heureuse. J'ai toujours pensé que je n'avais pas beaucoup d'imagination et qu'en fait, écrire n'était pas une nécessité jusqu'à ce que ça le devienne tout à fait de façon inattendue et surprenante, parce que j'ai commencé à écrire un roman sans avoir l'intention d'écrire un roman. Donc je l'ai écrit une nouvelle d'abord, je l'ai fait lire à une amie, ma meilleure amie de toujours, avec qui j'avais fait des études de français, et encore à l'Union soviétique. Et elle m'a dit enfin, tout le bien qu'elle en pensait, mais forcément c'est ma meilleure amie, donc ce n'était pas surprenant. Et elle m'a dit, oh, je t'ai toujours dit que tu devrais écrire, etc. Et puis j'ai dit, bon, d'accord, on va pas trop s'exciter parce que c'est une nouvelle. Et puis voilà, c'était quelque chose que d'un coup j'ai envie d'écrire sans savoir pourquoi. Enfin, après j'ai compris pourquoi, mais bon, c'est une autre histoire. Et petit à petit, j'ai écrit une autre nouvelle et une autre nouvelle. Et puis à un moment donné, j'ai compris que ça devenait un roman et le titre de travail était Fragment. Ça s'appelait Fragment et sous-entendu Fragment d'une vie. Et puis ça s'est construit petit à petit comme un puzzle un peu. Et puis à un moment donné, peut-être quand j'étais à 2 tiers,
C'était très clair dans ma tête et je me suis dit: «Bon, bah, voilà, j'écris un roman, bah, ainsi soit-il». Je dis bonjour à Mmh. Laura Jane qui est Donc là, bonsoir à Gavarque, bonsoir à l'artisan meurtrier, bonsoir à Frogilite. Vous êtes nombreux, ma foi, je vous ai manqué alors. Coucou Gavarque, merci d'être ici. Alors Svetlana, vous évoquez un journal. Donc ce journal, il a d'abord été écrit en russe. Je sais que dans les différentes interviews que vous avez menées, on vous pose souvent la question à partir de quand vous décidez en quelque sorte de faire du français, parce que vous êtes russophone, hein, à partir de quand vous décidez de faire du français votre langue d'écriture, même si c'est une écriture personnelle. Vous dites 14 ans à peu près, donc c'est que sous la forme d'un tout en journal. fait, je faisais de l'anglais à l'école, et puis, un jour, j'avais 12 ans, j'étais déjà une grande lectrice. Mes parents, étaient, de grands lecteurs. On avait beaucoup de livres à la maison et mon père, aimait beaucoup Ernest Hemingway. Et donc c'est lui qui m'a fait lire Hemingway, des nouvelles d'abord et puis, des romans et puis un jour, il a mis entre mes mains, Paris est une fête. Mmh. Honnêtement, je ne sais pas ce que j'ai, compris à 12 ans enfin de ce qu'il décrivait dans ce mémoire, mais dans ses mémoires, mais la chose était claire pour moi. Il fallait que j'aille vivre à Paris. Donc j'ai commencé à apprendre le français comme Ok, ça super. et je l'ai appris d'abord toute seule et puis après j'ai eu la chance de le faire de façon plus structurée, disons, à la fac. Alors on a des gros soucis de connexion ce soir-là. Svetlana, est-ce que vous êtes encore avec moi? Anglais et puis quand je suis venue en France. Oui, oui, oui. Oui, très bien. Non, non, mais c'est pas grave. Vous Non, non, m'entendez? c'est revenu. Oui, oui, nous Oui, vous entendons, il n'y a pas de souci. Donc, quand vous êtes oui. revenu en France, oui. Oui, donc quand je suis venue en France, bah, le français était, déjà, ma langue, naturelle, disons. Ok, très bien. Pas maternelle, mais c'est vrai que maintenant je pense que j'aurais du mal à écrire en russe parce que c'est une langue, bien sûr, que je parle quasiment tous les jours parce que je parle, à mes amis, à ma famille et cetera, mais ce n'est pas une langue, dans laquelle j'écris. Ok. Ça Mais ça, fait c'est très 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 intéressant ouais, en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a la langue avec laquelle on parle, la langue avec laquelle on ouais. pense et la langue avec laquelle on écrit. Beaucoup de mes invités pour ces causeries font mention de leur faisceau d'influence. Et Une heure avant la vie, qui est donc le texte que vous avez publié en 2022, est ce que l'on appelle dans la littérature un miroir de bibliothèque. Même si quelques ouvrages se détachent particulièrement, vous nous avez parlé d'Hemingway, qui sont les auteurs en fait qui ont façonné à la fois votre passion de la littérature et en même temps votre propre écriture. Hem, oui, il faudrait presque, parler par pays, par époque et cetera. Oui, 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 dites, Heu, allez-y. oui, hem si on parle de littérature française, puisqu'on parlait du français, je pense que, le premier roman que j'ai lu en français, c'était L'étranger de De Camus Camus. Mm. et ça c'était, un choc pour moi, enfin un immense plaisir de le lire en français déjà et puis un choc, parce que c'est, c'est vraiment l'écriture
que j'aime et qui m'interpelle, cette espèce d'écriture comme ça. Bon, bien sûr, le propos, surtout à l'âge où je l'ai lu, je pense qu'on est tous existentialistes, donc c'était, je devais avoir, je sais pas, 18 ans peut-être. Donc ça, c'était quelque chose de mes auteurs préférés, en tout cas probablement mon auteur préféré de langue française. Et sinon, Les liaisons dangereuses de Laclos, c'était aussi un autre roman. La forme épistolaire, le côté impitoyablement lucide, la cruauté peut-être de la vie, des rapports humains, de l'époque, mais pas. En fait, je pense que ça reste un roman incroyablement moderne, aussi bien dans la langue que dans les. Du 18e, mais. C'est oui, Hemingway toujours, encore et toujours. Beaucoup la littérature américaine en fait, et j'aime beaucoup le roman noir, surtout américain. Et j'en ai publié beaucoup. J'ai représenté pas mal d'auteurs de romans noirs anglo-saxons. Américain, irlandais, britannique. Et c'est quelque chose qui m'a toujours attiré dans la littérature, cette noirceur qui pour moi est une sorte d'exorcisme, je pense. Mais curieusement, on m'a posé des questions, les gens qui me connaissent bien, qui savent ce que j'ai fait en tant qu'éditrice ou agent littéraire, ils m'ont souvent demandé si j'allais écrire un roman noir. Et bizarrement, non, pas du tout. Ce n'est pas du tout dans mes projets, mais c'est une littérature qui m'a beaucoup marquée. Les auteurs comme Daniel Woodrell, James Sallis, James Crumley, et puis même avant Jim Thompson, Goodis, etc. Dans la littérature russe, bien sûr, l'auteur le plus noir, Dostoïevski. J'aime beaucoup la poésie aussi, donc ça c'est quelque chose qui a toujours fait partie de mon univers. Et puis, bon, dans le roman, il est beaucoup question d'un roman culte en Russie, un héros de notre temps, de Lermontov, qui m'a beaucoup marqué quand j'étais très jeune et que j'ai relu en russe, en français, pour des raisons professionnelles, j'en parlerai peut-être plus tard, et en anglais, par curiosité, parce qu'il a été traduit magnifiquement par Nabokov, qui en avait dit beaucoup de mal, mais néanmoins traduit merveilleusement. Et je pense que c'est un de ces romans intemporels qui en fait transcende le temps et l'espace. Ce n'est pas parce que c'est un roman russe du 19e siècle que ce n'est plus d'actualité, à mon avis. Donc, il y a le journal. Il y a le journal et il n'y a pas d'autres textes souterrains, une sorte d'écriture précoce sur des carnets. Alors, je cherche un petit peu, hein, je vous titille, mais du coup, ça veut dire qu'à aucun moment avant... Ah, oui, il y a des choses. Ouais.
aussi, peut-être sous l'influence de Françoise Sagan, bah tiens, un autre Mm. auteur que, que j'aime beaucoup quand j'étais jeune, que j'ai un petit peu délaissé et que j'ai relu pas mal récemment et que je trouve d'une autre façon, mais oui. Encore une fois, peut-être comme Marguerite Duras, dans une moindre mesure curieusement, mais néanmoins, c'est cette écriture en apparence simple, mais, mais qui est très fine et très profonde finalement, qui m'interpelle toujours. Ok. Est-ce que le fait d'avoir été éditrice, d'avoir été agent littéraire, c'est-à-dire de s'être occupé finalement une grande part de sa vie de l'écriture d'autrui, a été un obstacle à la libération de votre propre écriture? Je pense que oui. Mm. Je pense que oui. Parce que bon, j'ai eu la chance de publier des auteurs vraiment remarquables ou d'avoir été agent d'auteurs vraiment remarquables. Et forcément, euh, euh, écrire en fait moi-même. Mais je me disais, je ne pourrais jamais écrire comme eux, je ne pourrais jamais écrire aussi bien. Et en fait, ce n'est pas un auteur avec qui j'ai travaillé, mais que je voudrais mentionner parce que c'est un de mes derniers chocs en littérature, c'est Cormac McCarthy. Mhm. Et je me souviens lire La Route Mm. et décortiquer en fait son écriture où il vous brise le cœur avec une phrase de 3 mots. Ça, c'est quelque chose que peu d'auteurs arrivent à faire et je trouve ça vraiment incroyable en littérature. Et là, justement, j'ai lu et relu son tout dernier roman, Stella Maris, qui est à mon avis un chef-d'œuvre. Et je me disais, oh, j'aimerais bien écrire un roman comme ça et mourir. C'est le roman absolu. Il y a le style, il y a la profondeur, il y a l'édition, il y a l'amour, il y a la mort, les deux sujets essentiels et inévitables. Et la sagesse de toute une vie, parce qu'il avait plus de 80 ans, je crois. Donc, bon, c'est extraordinaire. Donc, c'est vrai que quand j'étais éditrice, je me disais à quoi bon, jamais je ne pourrais égaler mes idoles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est ça la question. Pourquoi écrire? C'est pas facile de savoir en fait pourquoi ce déclic, pourquoi cette libération. Mais enfin, je continue et je vais continuer. Donc, ça m'a aussi beaucoup nourri, bien évidemment. Que je pense qu'on peut pas écrire dans le vide. Oui, On se c'est-à-dire qu'en nourrit. fait, la lecture mène à l'écriture, en fait. C'est ça. Mène ou ne mène pas à l'écriture, mais en tout cas, je pense que si on commence à écrire de façon entre guillemets professionnelle, c'est-à-dire dans le but de se faire publier, forcément c'est un avantage énorme d'avoir beaucoup lu et d'avoir en fait beaucoup travaillé sur les manuscrits et d'avoir beaucoup échangé avec des écrivains et des éditeurs. Je pense que c'est un immense avantage. Même si pendant des années, ça m'a quelque part empêché d'écrire. Empêché d'écrire, ouais.
Alors on a parlé de vos premières fois, littéraires. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier texte? Le premier, De mon c'est-à-dire celui que vous écrivez et que vous gardez? Je me souviens du premier mais que j'ai écrit, c'est marrant parce que je n'y pensais plus. Mais je m'en souviens, oui, que j'ai écrit quand j'avais, je sais pas, 13-14 ans. Et c'était une histoire un peu fantastique qui s'appelait La fièvre jaune. Et c'est une histoire d'amour. Je me souviens plus exactement, mais en fait, c'était une histoire d'amour avec le diable. Je pense que ça devait être à peu près l'époque où j'ai lu mes fils, enfin Faust, Ouais. enfin peut-être pas un entier, mais en tout cas j'ai euh, comme ma mère aime beaucoup l'opéra, donc j'écoutais beaucoup d'opéra, donc c'était peut-être plus influencé par l'opéra que par le livre. Et oui, Méphisto, c'était un personnage qui m'avait beaucoup impressionné. Donc il y avait Méphisto dans ce truc, mais je me souviens plus vaguement que c'était une histoire d'amour avec le diable dedans. D'accord. Est-ce que votre premier lecteur, alors vous dites qu'il y avait beaucoup de livres à la maison, je ne veux pas forcément rentrer dans les questions intrusives, etc., mais est-ce que votre premier lecteur, ça avait été votre père ou pas du tout? Je pense que personne n'a jamais rien lu de ce que j'avais écrit pour moi. Mhm. En tout cas, je ne l'ai jamais fait lire Mhm. jusqu'à ce que je commence à écrire 1 heure avant la vie, Ok. fragments comme ça s'appelait au début. Ouais. Mhm. Ok. Et donc, ma première lectrice c'était cette amie Natacha qui La ma meilleure amie de longue meilleure date. amie. Ok. Meilleure. Euh, Ouais. de fait, ma question, c'est comment est-ce qu'on sait, c'est ça aussi qui m'intéresse dans votre parcours, quand est-ce qu'on sait qu'on est écrivain? Est-ce que c'est justement parce que sa meilleure amie lit son texte et dit c'est bon, et le valide en fait en disant allez c'est bon Svetlana, vas-y, lance-toi, c'est bien, etc. Est-ce que c'est quand on a le livre entre ses mains et qu'il y a une sorte de Euh, légitimation non, comme et en ça? fait, Comment ça se passe? Mm. euh, bah, vous savez, on ne croit jamais les gens qui nous sont proches parce qu'on les soupçonne de ne pas être tout à fait objectifs. Objectif, oui, oui, je vois bien. Et, oui, et donc, euh, ma deuxième lectrice était aussi une amie, mais une amie très professionnelle, une grande éditrice Mm. française, euh, mais que je sais être complètement objective et impartiale en dépit de notre amitié. Et en fait, c'est elle qui était la deuxième personne à lire le manuscrit partiel. Mais je pense que j'étais à un tiers, peut-être la moitié, quand je lui ai demandé de lire quelques chapitres. Et en fait, c'était son encouragement qui m'a vraiment décidé de terminer cette chose qui s'appelait Fragment, qui est devenue un roman. Et puis un ami écrivain dont la vie importe beaucoup, Dimitri Bortnikov, qui est d'origine russe, qui vit à Paris et qui est maintenant français. J'ai eu la chance d'avoir été son agent à une époque et puis d'avoir publié un de ses romans
en anglais dans ma maison d'édition et je l'avais traduit. Et en fait, c'est après avoir traduit son roman et l'avoir publié que je me suis mise à écrire. Mm. Donc je me dis qu'il y a peut-être un petit rapport de cause à effet, parce que aussi traduire avec lui, avec beaucoup d'échanges et d'interactions, m'avait installée dans une sorte de discipline De d'écriture. routine. Mm. Et très curieusement, peu de temps après avoir terminé la traduction, j'ai commencé comme ça, d'un coup, à écrire ce roman qui est devenu Une heure avant la vie. Et il y a aussi autre chose d'ordre plus personnel, très personnel même, mais puisque le roman est dédié à mon père, je peux en parler. Je pense, je l'ai écrit pour mon père et qui est mort en 2011, donc plusieurs années avant l'écriture de ce roman, mais je pense que ça avait peut-être d'une certaine façon fin du deuil, parce que le deuil, ça ne finit jamais, mais l'acceptation, je crois, et puis peut-être justement une façon de vivre avec. Justement, comme je voulais... Donc c'était un concours de... Ouais, il y a eu plusieurs Ouais. leviers, plusieurs tremplins comme ça qui vous ont facilité en quelque chose la venue à l'écriture. Comme je vous l'ai dit, je suis fascinée par l'avant-texte, par l'œuvre en train de s'écrire, en train de se faire. Chez vous, est-ce que l'écriture se dépose, j'ai envie de dire, selon des rituels spécifiques. On sait qu'il y a les écrivains de jour, les écrivains de nuit, les écrivains d'épiphanie, c'est-à-dire ceux qui écrivent quand l'écriture arrive et seulement selon ses caprices à elle, ou est-ce qu'au contraire, vous avez une écriture, j'ai envie de dire, de labeur, hein, c'est-à-dire des auteurs qui se disent « Ok, je vais écrire un certain nombre de pages ou un nombre de mots par jour ». Comment vous fonctionnez maintenant ? Est-ce que depuis l'arrivée en quelque sorte d'une heure avant la vie, vous avez ritualisé ce processus d'écriture ? En fait, c'est vrai que j'écris plutôt la nuit, jamais le matin, parce que je ne suis vraiment pas du matin. Mais ça peut être aussi dans la journée, dans l'après-midi. En fait, je n'ai pas de rituel vraiment. J'écris un peu n'importe où, n'importe comment. Je peux prendre des notes dans mon téléphone. J'écris, j'ai toujours beaucoup voyagé. Je peux écrire sur une tablette. Je peux prendre des notes à la main. J'ai du mal à écrire beaucoup à la main parce que après j'ai du mal à déchiffrer mon écriture. Mais ça, c'est une question que je me pose. J'ai l'impression. Donc... Ouais. Oui, c'est ça. Oui, en fait, c'est un peu comme ça vient. Ok. Oui, je me pose la question parce qu'il y a la relecture la nuit. Ok. Oui. Ok. En fait, je me pose la question parce que à peu près tous les écrivains que j'ai eus pour mes causeries, justement, ne passent plus par le support manuscrit. Comme vous le dites très bien, en fait, ce support manuscrit, il a des avantages quand on est dans le train, quand on est au café, quand on est, etc., dans des circonstances un peu d'écriture, presque parfois un peu caricaturales. Mais en fait, il s'avère que comme il y a un double effet ensuite, qui est l'effet de la retranscription, hein, notamment de la retranscription numérique,
les auteurs préfèrent immédiatement, plutôt qu'un carnet à l'ancienne, hein, si j'ose dire, qu'un Moleskine glissé dans la poche, préfèrent en effet ou écrire directement sur leur téléphone ou directement sur un support numérique. Donc moi je me pose souvent cette question de voilà, du fait d'écrire encore sur un support papier, en quelque sorte, avec cette sorte de mythe, en quelque sorte, du carnet, qu'on peut encore utiliser ou pas. Donc là, vous l'utilisez de temps en temps, mais pas de manière systématique. Mais en fait, comme j'écris toujours un journal, c'est Ouais. là où j'écris à la main, vraiment. Ce n'est pas que ça me serve pour Un texte enfin, le potentiel, ouais. produit, le cours, etc. Mais curieusement, oui, j'écris à la main quasiment tous les jours, mais je ne me vois pas On a des gros soucis de connexion ce soir. jamais ou voire des années après ce que j'ai écrit, ce n'est pas juste. Donc il n'y a pas le problème de déchiffrer mon écriture. Mais j'ai tellement l'habitude professionnellement, en fait, de taper sur un clavier que je ne me vois pas écrire tout un roman ou même un chapitre entier à la main. À la main. Parce qu'après, pour retravailler, et je retravaille au fur et à mesure, c'est-à-dire que je n'ai pas de premier brouillon, deuxième brouillon. Je ne commence pas un nouveau chapitre jusqu'à ce que je sois tout à fait satisfaite avec celui que je viens d'écrire. Ça ne veut pas dire que je ne change plus rien, enfin, ça peut arriver, mais il faut que je sois satisfaite de ce que j'ai fait la veille pour pouvoir continuer le lendemain. Donc c'est une façon de travailler qui vient certainement de mon travail d'éditrice, d'agent avant. Donc c'est une fois que le roman est fini, il est pratiquement fini. Je corrige un peu, mais très peu en fait. Il n'y a pas de deuxième brouillon qui soit différent du premier. On a l'artisan meurtrier qui nous dit écrire à la main, c'est juste pour les notes. Quand Gavarque nous dit la galère dès que je dois écrire plus de 10 lignes à la main. Et l'artisan meurtrier répond je préfère dicter mes notes à mon téléphone. Oui, en effet. Alors moi, j'ai utilisé longtemps une application qui s'appelle Speech Notes. Je ne sais pas si vous connaissez. Parce que moi, j'ai beaucoup de... voilà, moi j'ai carrément la flemme même. Ah bah ok, c'est une appli que j'aime beaucoup parce que enfin voilà, je l'installe et en fait je la. Absolument pas dicter. Ok, et en fait je dicte les choses et les choses se retranscrivent automatiquement en fait par écrit et parfois c'est bien confortable. Je voudrais enchaîner maintenant sur quelque chose qui est quand même tout à fait flagrant dans Une heure avant la vie. La musique et la peinture sont deux arts que vous avez pratiqués, que vous pratiquez sans doute encore, et dont vous avez une connaissance savante, érudite. Je ne me permets pas de rentrer dans vos références, Svetlana, parce que je suis toute petite par rapport à votre savoir, notamment sur ces deux domaines-là. Mais ma question quand même, c'est est-ce que musique et peinture influencent d'une manière ou d'une autre votre manière d'écrire ? Ah oui, oui, complètement. Ouais. Les deux ont plus ou moins toujours fait partie de ma vie. Plus ou moins, plus que la peinture, la peinture, la sculpture, beaucoup à une époque.
Euh, et la musique, toujours depuis ma tendre enfance, mais c'est vrai que je ne peux pas vivre sans musique. Je suis ce qu'on appelle une mélomane, comme cocaïnomane, hein. Donc, oui. Et c'est vrai que quand j'écris, ce sont des images qui me viennent à l'esprit plutôt que les mots. Et c'est peut-être la raison pour laquelle je ne peux pas dicter, parce que j'essaie en fait, d'écrire les images qui me viennent à l'esprit. Je ne sais pas, je ne peux pas. Des sortes de tableaux à Je retranscrire, ne peux pas du coup, comment ça se passe? oralement. Oui, c'est un peu comme ça. Et c'est vrai que, bon, comme je disais, les écrivains que j'ai toujours admirés, sans raison précise, c'est juste parce que c'est ce genre d'écriture qui m'interpelle. Ce sont des écrivains qui ont le pouvoir de provoquer ou d'évoquer des émotions fortes de façon très frappante, très vivante, avec des phrases très courtes et une économie de mots, en fait, et de moyens, qui est un peu mon but dans l'écriture. Enfin, c'est pas toujours forcément, parce que bon, ça ne convient pas toujours forcément au sujet dont on traite, ou à ce qu'on écrit, même parfois un chapitre, un passage où on est obligé d'être un peu plus leurré. Enfin, mais oui, c'est quelque chose, en fait, cette capacité cette force de frappe, en quelque sorte, avec des moyens très limités, de dire beaucoup avec peu de mots. Donc, c'est vrai que donc, en quelque sorte, chaque mot compte, et je ne peux pas dicter, parce qu'il faudrait de toute façon tout réécrire et tout reprendre. Je voudrais qu'on évoque à présent la deuxième partie de cette émission, et qui est en particulier votre texte intitulé « Une heure avant la vie ». Il s'agit donc de votre premier roman. Alors là, je vais me permettre, alors c'est pas une critique, mais je vais me permettre une petite synthèse. Peut-être, je n'aime pas résumer les textes, c'est quelque chose que je trouve toujours très inconfortable ou très cavalier. En tous les cas, Une heure avant la vie. Et je trouve, alors je montre le texte, hein, on n'est pas beaucoup ce soir, mais je montre quand même le bouquin tel qu'il se présente, voilà, sous sa forme publiée. Une heure avant la vie, c'est donc un mélange très fin, je trouve, de récits initiatiques, puisque sont évoqués beaucoup de souvenirs marquants ou décisifs de votre enfance, ou en tout cas d'une enfance fictionnalisée, autour particulièrement de la figure du père. C'est également un récit social, notamment parce que vous vous interrogez sur la place de la femme dans la société, et dans ce microcosme également qu'est le couple, qui est un espace à la fois envisagé et en même temps rejeté. C'est aussi un récit d'apprentissage, puisqu'il y a à l'intérieur, vous disiez tout à l'heure, l'amour, la mort, on pourrait évoquer, en tout cas moi c'est ce que j'ai retenu, le désir et la liberté. Une heure avant la vie est donc un texte que je trouve à la fois très beau et très triste, hein,
tous les articles que j'ai pu lire parlent de poésie, parlent de souplesse, parlent de lyrisme, etc. Une écriture à la fois très souple et très travaillée. C'est un texte que j'ai trouvé néanmoins, alors après c'est mon expérience de lectrice, hein, mais que j'ai trouvé parfois très triste parce que finalement il dresse la liste des abandons successifs qu'une vie suppose, de tout ce qu'on laisse derrière soi pour, si j'ose dire, se payer sa propre liberté et répondre à ses propres désirs, qu'importe s'ils sont éphémères. Pour autant, j'ai l'impression que c'est un texte qui ne dit qu'une seule chose, ou en tout cas en filigrane, comment je suis devenue écrivain. Est-ce que je me trompe là-dessus ou pas? Non, oui, non, mais en fait, oui, c'est vrai, parce que je pense que c'est la conclusion à laquelle le personnage de Elle arrive à la fin. En fait, sa façon de vivre avec les pertes successives et surtout la perte du père qui était une figure donc, majeure et déterminante dans sa vie, et d'écrire et en fait de faire quelque chose de sa vie, quelque chose dont peut-être le père approuverait. Et c'est aussi en fait de prendre la liberté d'écrire au lieu d'être noyé par les mots des autres, comme elle dit à un moment donné. Je précise que la deuxième partie du roman est largement fictionnelle. Ce n'est pas une autobiographie. C'est quand même assez autobiographique, mais réimaginer un petit peu quand même. Mais la vie adulte, pour des raisons évidentes, est beaucoup moins autobiographique. Mais les sentiments, les réflexions, les conclusions, oui, forcément. Je pense que on ne peut écrire que ce qu'on a ressenti soi-même. On peut imaginer, bien sûr, extrapoler, mais il faut quand même le ressentir profondément soi-même pour pouvoir le formuler, je crois. En tout cas, c'est ma façon d'écrire. Donc, est-ce que oui, c'est probablement un peu triste comme mais c'est le lot de tout un chacun d'abandonner, de perdre et de continuer à penser. Pour ça, je trouve que c'est vraiment. Alors là, c'est pas une. Alors pour le coup, je suis plus ma trame là, mais pour ça, je trouve que votre texte est vraiment un texte très 19e. Enfin, je sais pas. C'est vraiment. Les illusions perdues, enfin vous voyez, il y a quand même une grande part de ça quand même. Hein. On peut revenir à Péchorine, même si c'est ma dernière question de tout à l'heure, alors j'ai pas envie de la poser maintenant, mais je trouve qu'il y a vraiment, une dimension. On parlait en off dimanche quand on s'est parlé lors de la mise au point de technique. Vous m'avez dit oui, bon, il y a une dimension un peu bourgeoise, de roman bourgeois, etc. Mais je trouve qu'il y a aussi une dimension de roman classique, roman très réaliste 19e, hein, vous voyez ce que je veux dire dans ce que vous avez, même si vous êtes une héroïne de votre temps, sans aucun souci, mais je trouve qu'il y a aussi dans ce texte quelque chose qui appartient ou qui a trait vraiment au roman réaliste, quoi, hein, dans sa plus belle définition. Hein. Bon, voilà, c'était un commentaire, c'était pas une question, mais j'avais envie de le dire. Je trouve que Une heure avant la vie est un texte trace. Alors, vous dites qu'il y a une part autobiographique, il y a une part de fiction, et c'est nécessaire, bien entendu, mais Une heure avant la vie est un texte, j'ai envie de dire, trace. Est-ce qu'il a été écrit, ce texte, pour être lu par l'autre ou pour être retenu par vous ? Elle n'est pas facile, cette question.
Euh, On a perdu Svetlana, on a beaucoup de soucis de euh, connexion ce soir. euh, Ouais. ah oui, ouais. Je ne sais pas si c'est ma connexion, mais en fait, je me rends compte en fait que j'écris probablement plus pour les morts que pour les vivants. Enfin, ça sonne comme ça. Comment je pourrais l'expliquer parce que c'est un peu bizarre de dire ça. Mais en fait, je pense que quand j'écris, là c'était mon père, clairement, pour le deuxième roman que j'ai déjà terminé, c'était une autre personne que j'ai aimée et perdue. Et le troisième, c'est encore pour une autre personne que j'ai aimée et perdue. Et en fait, quelque part, si je pense, moi, qu'il trouverait ça bien, bah c'est bien. Ok. Et voilà, c'est et je ne veux pas que ça sonne prétentieux ou arrogant, mais quelque part le jugement des vivants Ouais, bien m'importe sûr. Ouais. moins que je ne dis pas que ça ne m'importe pas du tout, ce serait vraiment un pur mensonge. Bien sûr que si, sans ça je ne chercherais pas à être publiée. Mais en fait ce n'est pas mon critère premier. Puis aussi, je connais suffisamment bien l'édition pour savoir comment ça se passe, donc je ne me tracasse pas trop au sujet des aléas éditoriaux, etc. Je suis assez philosophe. Puis aussi, j'ai commencé à écrire tard, en connaissance de cause. Je sais qu'il y a trop de livres écrits, trop de livres publiés, et que tout ce qui est publié n'est pas forcément bon, et tout ce qui ne l'est pas peut cacher des trésors. trésors. Donc, bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça dans l'édition, c'est comme ça dans la vie en général. Donc, je suis assez philosophe par rapport à ça. Mais donc, c'est vrai que du coup, ce n'est pas le jugement des lecteurs qui compte le plus, c'est plutôt un critère imaginaire. Est-ce que ça parlerait, est-ce que ça aurait été approuvé par telle ou telle personne que j'ai en tête mais qui n'est plus là. Donc vous écrivez pour les morts en fait, c'est terrible. Quand on essaie de faire un hommage, forcément on essaie de faire de son mieux. Donc est-ce que c'est assez bien, pas assez bien, après ce n'est plus à moi de juger, mais en tout cas c'est mon approche. Une heure avant la vie, c'est aussi un texte qui est profondément, je trouve, ancré dans les lieux. J'ai lu plein de critiques qui disaient oui, alors c'est un texte où finalement il n'y a pas beaucoup de narration, etc. Enfin voilà, j'ai pu lire quelques critiques qui voilà, abordaient le texte sous l'angle narratif exclusivement. En fait, je trouve que c'est un texte qui est profondément ancré dans les lieux et qui sont dans des lieux tout à fait paradoxaux, puisque en fait, il y a des lieux sauvages et dépouillés, la steppe kazakh, et puis on a des lieux, là aussi, c'est pas un jugement, mais ça n'est pas mon milieu, je le dis, hein, très parisiano-parisien, très bourgeois, très huppé. Nous avons des lieux également très touristiques, des lieux qui sont comme Édimbourg, très cinématographiques, que vous rattachez à Gotham City, etc. Quelle influence finalement a pour vous le lieu sur l'action ou sur le personnage ?
Je trouve ça très important dans Une heure avant la vie. Je voudrais savoir si vous aviez aussi écrit ce texte en fonction des lieux que Luciole, la narratrice, traversait. Euh, oui, en fait, ça, ça va dans les deux sens en quelque sorte, mais je pense que forcément on est influencé par le lieu où on a grandi. Qu'on traverse. Surtout les années déterminantes de l'enfance, enfin de l'adolescence, etc. Parce que on a peut-être moins la conscience du monde, on est juste dans ce lieu, on connaît pas autre chose. Et donc ça a forcément un rôle très important, surtout si on grandit dans un lieu qui est objectivement un peu hors du commun, aussi bien dans le sens géographique, puisqu'on est en France, donc par rapport à la France, et dans le sens politique aussi, parce que c'était quand même l'Union soviétique, c'était une chose assez particulière. Et aussi, ce n'est pas seulement le voyage, c'est peut-être aussi le fait de venir d'un pays qui n'existe plus. Donc, je pense que forcément ça a influencé mon regard, et donc le regard du personnage qui est en partie moi, et qui était totalement moi quand je l'écrivais, plus maintenant, mais oui. Et puis il y a aussi des lieux où on se rend parce qu'on veut y aller, parce qu'on cherche quelque chose. Oui, il y a la dimension de la quête. Ouais, j'ai lu beaucoup ça aussi dans vos interviews. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vous interviewaient, qui disaient oui, la question du déracinement, la question de l'errance. Et à chaque fois, vous rétablissez les choses en disant mais il ne s'agit pas d'errance en fait. Il ne s'agit pas... voilà, le personnage n'est pas dans quelque chose qui est de l'ordre de l'impasse, mais bien quelque chose dans une... je sais pas, une logique en quelque sorte qui est de l'ordre de la quête, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à trouver dans tous les lieux qu'elle traverse. Oui, c'est plutôt une quête qu'une errance, parce qu'une errance veut dire qu'on est un peu paumé. Qu'il n'y a plus de sens, oui, c'est ça, qu'il n'y a plus de sens. Alors que là, évidemment, on n'est pas dans la même, configuration, en effet. La présence des citations, alors ça c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué aussi dans votre texte. La présence des citations est très importante dans Une heure avant la vie. Ce sont des citations qu'on appelle des citations épigraphes, c'est-à-dire qu'elles viennent en fait ouvrir les chapitres et leur donner une certaine coloration. Donc on en a parlé déjà, mais on a donc évoqué Lermontov, on a évoqué Hemingway, le sacré, en priorité, et puis ensuite Camus, Baudelaire, Stevenson, Colette, il y a aussi Kessel, Cocteau, j'en oublie bien entendu. Qu'est-ce que ces auteurs disent de vous? Qu'est-ce que ces citations? Oui, Kobo Abe aussi. Oui, c'est vrai, il y a Mishima, oui, il y a Kobo Abe, il y a Mishima, alors c'est vrai que j'ai pas... Ouais, tout à fait, oui. Non, c'est tout sur mon papier, mais c'est vrai que je les ai pas cités, mais ils sont là, en effet. Et qu'est-ce que ces auteurs disent de vous? Qu'est-ce que ces citations disent de vous? Pourquoi cette présence très importante en fait de ces citations, comme si c'était un texte dans un autre texte? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est une question de légitimation? Est-ce que c'est pour c'est très flagrant en fait dans votre ouvrage, ce qui n'est pas toujours le cas dans les romans. Donc du coup, je me posais la question. Elles sont très importantes ces citations. Oui, et en fait, différents lecteurs m'avaient dit, mais c'est un peu dangereux parce que bon, tu cites de grands auteurs, etc. Mais moi, ce n'était pas pour me comparer ou pour
enfin, pour me légitimer, c'était en fait, comme vous aviez dit, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit tout au début, c'est un reflet de bibliothèque Ouais, en un quelque sorte. miroir de Et bibliothèque. donc, Ouais. ce sont un miroir de bibliothèque, oui. Et c'est vraiment ça, parce que, bon, la littérature, surtout quand on grandit dans un pays très fermé au monde, et même dans ce grand pays avec beaucoup de diversité, bien sûr, de paysages, de langues, d'ethnies, de toutes sortes de choses, ça reste quand même un milieu très fermé, un régime très étouffant quelque part. Et la lecture est un moyen d'évasion. Et c'est d'autant plus important qu'en fait, on ne peut pas aller voir ces pays de ses propres yeux. Donc, je pense que, enfin, pour moi en tout cas, la littérature était vraiment, pardon d'utiliser une expression banale, mais une fenêtre sur le monde. Sauf que je voulais que ce soit une porte. Donc, oui. Et pour moi, c'est un hommage et une façon de, en fait, d'expliquer quelque part d'où ça vient. Ça ne vient pas de nulle part, ça vient en fait de tous les livres lus, de toute la musique écoutée, des tableaux contemplés, etc. Et en fait, pour revenir, si vous permettez, à votre question sur la musique et la peinture, sur la peinture en particulier, bon, il y avait cette grande exposition à Nicolas de Staël, magnifique, et il y avait des citations de ses lettres, de ses écrits. Je pense qu'il aurait été un magnifique écrivain s'il avait voulu être écrivain. Et il a écrit des choses incroyables sur la création. Et il a dit une chose qui m'avait vraiment frappée, c'est que pour créer, je cite de mémoire, il faut avoir l'inconscience de l'impossible, la conscience du possible et l'inconscience de l'impossible. Et c'est en fait ça, je crois que pour écrire, quelque part, il faut l'inconscience de l'impossible, parce que quand on se dit « Ah ben non, c'est impossible, je peux pas écrire et je ne veux pas être publié », bah, rien. Pourquoi pas? Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai quelqu'un dans le chat là qui peut-être est encore là, l'artisan meurtrier, qui va vous dire la même chose. C'est un auteur qui a écrit plusieurs ouvrages qui ont été refusés par des éditeurs et qui n'a jamais... voilà, j'ai fait une causerie avec lui au mois de décembre et qui a cette ténacité incroyable de se dire mais c'est pas parce que je ne suis pas légitimée par une maison d'édition ou par un éditeur que je ne dois pas continuer à écrire. Et je trouve ça très beau. Je sais pas si tu es encore là, Mathieu. Mais en tout cas, ça a été une discussion très riche quand j'avais eu cette causerie avec lui, justement parce que il disait mais finalement au-delà de ce qu'on représente, au-delà, comme vous le disiez tout à l'heure, de la voilà, de la fiction, pas fiction, de ce qu'on tire de soi, de ce qu'on tire pas de soi, etc. Il y a aussi ce moment où on se dit j'écris parce que j'ai envie d'écrire, parce que je veux écrire, parce que je dois écrire, et pas spécialement parce que je dois être lu ou légitimé. Voilà. Et donc voilà, je lui fais un petit clin d'œil à ce sujet parce que je sais que voilà, ça a été parfois des moments très compliqués pour lui, mais en tout cas voilà, il s'accroche et c'est très beau.
Pour terminer sur Une heure avant la vie, on est déjà à 1 heure de discussion là. Quel regard vous avez sur ce premier ouvrage désormais? Il a été publié il y a 2 ans maintenant. Est-ce que vous le regardez déjà comme un bébé, si j'ose dire, qui a bien grandi? Il ne faudrait pas que j'utilise cette métaphore au vu de ce que vous dites dans Une heure avant la vie, mais est-ce que vous en faites... Ouais, c'est pas très, très bienvenu là, cette métaphore, mais est-ce que vous le regardez avec Non, non, mais est-ce c'est que vous le drôle. regardez avec un petit peu de condescendance? Est-ce que vous êtes fier de lui? Enfin, qu'est-ce que vous en faites de ce premier ouvrage en fait? Est-ce que c'est voilà, dites-moi comment vous le voyez maintenant. Ça fait 2 ans. Alors évidemment, ça fait 2 ans qu'il est publié, mais ça ne fait pas 2 ans qu'il a été écrit, hein. On fait bien la différence entre les dates d'écriture et les Oui. dates de publication, mais enfin, comment vous le voyez finalement à l'orée, en quelque sorte, de cette œuvre à venir dont on va parler juste après? Euh, bon, écoutez, je pense que je pense que d'une part, j'en suis fière parce que les gens qui comptent l'ont aimé. Mm. Et puis, j'ai eu des retours merveilleux Mm. de lecteurs, vous compris, Moi y de compris. façon Alors surprenante, en moi fait. je suis pas objective pour le coup, Mais parce que alors pour ceux qui sont là, qui sont dans le chat, etc. C'est un ouvrage, comme je disais à Svetlana en off dimanche, sur lequel je suis tombée sans me souvenir en fait. De comment j'ai atterri sur ce texte. La grande difficulté pour moi quand je lis des textes comme le vôtre, c'est qu'il y a des passages entiers que j'aurais pu écrire. Alors bien sûr, je les aurais pas écrits aussi bien, mais en tous les cas, je les aurais écrits de la même manière, ou en tout cas, j'aurais évoqué les choses de la même façon. Alors pas sur le rapport au père, ça c'est une certitude, mais en tout cas sur la sensibilité, le rapport au désir. Vous voyez, je tombe là sur c'était pas prévu, mais je vais vous lire un passage sur le deuil aussi, bien sûr, parce que vous avez perdu votre père et moi j'ai perdu ma mère. Et quand vous dites qu'un deuil ne se termine pas, je suis tout à fait d'accord avec vous. Un deuil, en fait, ne se termine absolument jamais. Il se transforme, il se métamorphose, on essaye d'en tirer quelque chose, même si finalement il nous vide plus qu'il nous remplit, hein, si j'ose dire. Et voilà, il y a des passages comme cet extrait, page 255, où vous dites: une certaine apathie a remplacé cet état d'éternelle insatisfaction avec elle-même qu'elle connaissait depuis l'adolescence. Elle a cessé de mettre la barre de plus en plus haut, et une fois l'objectif atteint, d'exiger plus et plus encore d'elle-même. Cela allait peut-être de pair avec le goût de vivre. Là, vous voyez, c'est des passages que je souligne et que je recopie moi aussi, parce que j'ai la passion des citations. Donc vous êtes devenue ma citation, Svetlana. Mais en tous les cas, voilà, ou même juste la page d'avant, l'habitude du sacrifice est une drogue subtile. Ok, je comprends très bien aussi ce que vous signifiez par là. C'est toujours très très délicat, mais je vous l'ai dit en off, hein, de tomber sur des textes, non pas qui, on se dit: oh là là, mais le style est absolument incroyable, l'imaginaire est absolument fou, etc. Mais des textes où je me dis, et votre texte en fait partie. Ils sont très rares en fait, hein, ces textes-là, où je me dis finalement j'aurais pu en écrire, alors un 10e peut-être, mais en tout cas voilà, les choses qui sont dites sont des choses que je ressens très profondément, et en tous les cas voilà, c'est ce qui fait pour moi en tous les cas de votre ouvrage quelque chose de très précieux. Nous passons sans plus d'émotion à notre 3e partie. Évidemment, nous avons évoqué Une heure avant la vie. Vous nous avez dit quel regard vous avez maintenant sur ce premier ouvrage. Parlons un petit peu plus, même si vous le dites aussi très bien dans votre texte, il n'y a que le passé, le présent et pas le futur. Mais essayons quand même d'imaginer ce futur. Vous avez quelque part, me semble-t-il, vous me l'avez glissé, 2 ouvrages qui sont déjà écrits et qui sont en attente de publication. Est-ce que vous accepteriez de nous en parler un peu ce soir? Qu'est-ce que vont devenir ces textes, sans nécessairement que vous nous en divulguiez la substance, mais voilà, qu'est-ce qui va advenir de ces textes?
Euh, alors, inévitablement, enfin, je dois mentionner des circonstances de ma vie qui font que j'ai terminé un deuxième roman et que je suis en train de travailler sur le troisième qui est peut-être écrit à deux tiers, et que je n'ai pas encore vraiment cherché à faire publier le deuxième. J'ai fait comme ça de vagues tentatives, 3-4. Mais le premier roman est sorti malheureusement un mois après une autre perte et un autre deuil. Et donc, jusqu'à récemment, je n'étais pas vraiment dans un état d'esprit qui était propice à une recherche d'éditeur, parce que je ne voulais pas rajouter une attente, un stress, parce que c'est quand même toujours un stress. On a beau être zen, mais on aimerait bien recevoir un mail, oui, on aime, on le veut. Donc, mais ce qui compte le plus pour moi, c'est que j'ai continué à écrire. Et puis, je suis aussi un peu fataliste, qui doit arriver arrivera. Curieusement, assez confiante, mais c'est pas de l'arrogance, oui, c'est une sorte de, je sais pas, peut-être de confort intérieur, par rapport par rapport à ce que j'ai écrit. Parce que je l'ai relu récemment en me disant justement, il faut peut-être que je m'y mette, parce que j'ai eu un retour très, très positif d'un éditeur dont l'opinion compte, et donc ça m'a un petit peu stimulé pour me remettre en fait à m'occuper du deuxième bébé. Et pendant que le troisième est en fin de gestation. Et, mais le deuxième, qui est un roman très court, s'appelle L'Expiation, et c'est écrit du point de vue, à la première personne du singulier, du point de vue d'un homme de 80 ans, un grand architecte, qui réfléchit à sa vie, à son œuvre, sur ses amours, ses relations, etc. Donc c'est assez amer, assez sombre, malgré le fait que la vie du personnage principal est en apparence une grande réussite sociale, professionnelle, etc., et même privée en quelque sorte, mais il y a des choses qui font qu'il est malheureux malgré tout ce qu'il a réussi dans sa vie. Et le troisième, complètement différent, s'appelle pour le moment L'Art de détruire. Et là, il est beaucoup question d'écriture et de création en général. Enfin, dans le deuxième aussi. Dans le deuxième, en fait, parmi d'autres sujets, c'est une histoire de rapport dans un couple où l'un est un créateur et l'autre ne l'est pas. Ne l'est pas. Et donc, il y a une sorte de... Même si tous les deux sont dans le milieu de l'art, enfin, si on considère que l'architecture est un art, à un certain niveau, ça l'est. Et donc, il y a cette espèce de rapport de force et infériorité, supériorité, et qu'est-ce qui fait qu'on est... qu'on puisse se sentir supérieur ou inférieur dans une relation de couple où par ailleurs il y a vraiment de l'amour. Et dans le
dans le troisième, l'art de détruire, c'est en fait ce qu'on est prêt à sacrifier pour se donner la liberté de créer quelque chose qui nous survivrait. Enfant, enfin quelque chose qui quelque chose qu'on laisserait qui serait peut-être entre guillemets éternel, rien ne l'est, mais disons qui transcenderait une vie humaine. Et là, il y a donc le personnage principal, c'est quelqu'un un jeune homme parisien, un homme de 40 ans parisien. Si, c'est jeune. 40 ans, c'est jeune. Mais qui... Par pitié. 40 ans, c'est jeune. Oui. Qui commence... Oui. C'est jeune, oui. Oui, effectivement. Oui. De mon point de vue. Donc, il y a un roman dans le roman, parce qu'il est en train d'écrire. Donc, il commence à écrire un roman, et le roman qu'il écrit se passe en Perse, 19e siècle. Donc, c'est là où j'expérimente avec un style très différent de celui d'une heure avant la vie. Parce que il faut que ça colle à l'époque et que ça colle aussi à une source d'inspiration réelle, à un écrivain. Donc pour l'instant, ce sont des textes qui sont finalisés. On peut considérer qu'ils sont finalisés. Ils sont en attente d'éditeur. Le troisième n'est pas encore terminé, mais en fait, je sais où ça va. C'est presque. Donc c'est en... Voilà. Il est 22h10, Svetlana. Notre question initiale était la suivante. Pourquoi écrire ? On écrit par plaisir quand même. On en a un peu parlé. Par désir aussi peut-être. On écrit pour expier, on écrit pour prouver. Que pourrait-on ajouter d'autre ? Je pense aussi, en ce qui me concerne en fait, que ce que j'aime dans l'écriture des autres, ce que j'aime dans le processus d'écriture, c'est trouver la beauté dans les choses qui ne sont pas forcément belles, y compris la souffrance et la mort. Et en fait, en faire quelque chose de beau, peut-être, qui pourrait créer la même émotion que la contemplation d'un tableau ou l'émotion d'un très beau morceau de musique. Parce qu'en fait, pour moi, en fait, tous les arts se valent quelque part, même si secrètement, je pense que la musique est l'art supérieur à tout. Je le savais. Mais en fait, mais en fait, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Donc, mais oui, je pense que c'est en fait trouver la beauté dans trouver et recréer peut-être de la beauté dans un monde qui est souvent quand même assez laid. Et en fait, quand on en a parlé avant l'émission, ça m'a rappelé quelque chose, un artiste que j'ai connu, que j'ai aimé, qui était un magnifique artiste. Un soir, sur une plage, au coucher de soleil, il m'a dit, mais regarde, comme tous ces corps sont beaux. Et c'était une plage
plage municipale où il n'y avait pas vraiment de stars du cinéma, c'était pas Saint-Tropez. Mais en fait, dans cette lumière, c'est vrai que même les corps qu'on considérait normalement laids, peut-être gros, vieux, ou trop maigres, ou que sais-je, mal proportionnés, étaient très beaux. Je pense que c'est en fait créer cette lumière qui rendent les choses laides belles. Oui, il y a une sublimation en fait. Ouais, si, ça a un sens. Parce que moi, je note en même temps. Il y a une question d'esthétisation et il y a une question de sublimation en fait là-dedans. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que, alors comme d'habitude, mes viewers ont été d'une sagesse absolue, ils n'ont pas posé de questions. Alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup de problèmes de connexion au début. Vous le verrez peut-être quand je mettrai, Svetlana, notre échange sur YouTube. Hein, on a eu beaucoup de coupures, beaucoup de delays, etc. Dans les gens qui sont là ce soir, est-ce que vous avez des questions à poser à Svetlana ou pas du tout, ou c'est moi qui me contenterai de cet échange interpersonnel avec elle? Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Moi aussi, j'en ai quand même une. De fait, le rôle d'agent littéraire aujourd'hui, d'éditrice, tout ça, c'est terminé pour vous? Ou est-ce que c'est en sourdine, si on reste sur la métaphore musicale, ou est-ce que je pense qu'est-ce qui va se passer? Il n'est pas exclu que je continue à travailler sur des manuscrits si mes anciens collègues me le demandent, enfin surtout des manuscrits en anglais, aussi parce que ça n'interfère pas avec mon écriture qui est en français. Mais je ne serai plus... je me suis séparée de ma maison d'édition et l'agence littéraire n'existe plus non plus. Et donc, j'espère pouvoir me consacrer essentiellement à l'écriture, tout en faisant peut-être des choses à côté, travailler sur des manuscrits, voire peut-être des traductions, je ne sais pas. Ok. Il y a Gavark qui... En tout cas, ce serait pas... Ok. Oui. J'ai un de mes viewers, Gavark, que j'adore, et qui nous dit: est-ce qu'il y a un style de roman que vous n'oseriez pas écrire? Du policier, de la SF, enfin voilà. Est-ce que si vraiment il fallait sortir d'une certaine zone... la SF, je pourrais pas. Ouais. De la SF, non. Après, on parlait de romans. Ouais, on parlait de romans noirs tout à l'heure. Vous n'étiez absolument pas. Je veux dire. Mais j'aimerais bien écrire un roman noir. C'est juste que pour le moment, rien ne me vient à l'esprit. Donc, non, curieusement, j'ai déjà une idée pour un 4e roman. Cool. Mais ce n'est pas non plus un roman noir. Je ne sais pas pourquoi. Alors que j'adore les romans noirs et j'en ai lu et publié tellement. Mais non. Ok, donc ce sera pas SF et ce sera peut-être roman noir, mais ce sera pour le 5e. Mais SF, c'est sûr que non, alors que j'ai adoré, quand j'étais adolescente surtout, j'ai adoré la science-fiction. L'artisan meurtrier nous dit: est-ce que vous avez une référence? J'écrirai pas de roman à l'eau de rose. Oh. Bon, c'est vrai. Moi non plus. Oui, non, je comprends très bien. Oui. Peut-être aussi parce que le roman à l'eau de rose, alors c'est pas qu'on n'écrirait pas de roman à l'eau de rose, mais c'est que en fait c'est tellement codifié. Là on parle de genre, évidemment, on parle de genre littéraire, et peut-être que le roman noir réclame aussi une définition qui est assez large. Vous voyez, le roman noir, c'est pas le roman policier, etc. Donc peut-être que dans le roman noir, on aurait quelque chose d'assez large pour pouvoir faire entrer des choses qui nous intéressent. Pour le roman à l'eau de rose, c'est pareil. Ce sont des choses qui sont peut-être en termes de code, en termes génériques, trop
des textes qui sont trop contraignants en quelque sorte et qui nous obligeraient à rentrer dans un costume un peu trop, je ne sais pas ce que vous en pensez, Svetlana, peut-être un peu trop étriqué et qui ne conviendrait pas à nos personnalités. Oui. L'artisan, je ne sais pas ce que vous en Oui. pensez, c'est ça. Il nous faut des habits littéraires beaucoup plus amples, chers viewers. Quelque chose qui voilà, pourrait nous convenir de manière un peu plus souple. Voilà, peut-être. Chaperoneuil. Oh, bonsoir Ekat, bonsoir Madame Pironco. Alors, Chaperoneuil, t'arrives bien tard, c'est la fin de notre conversation, mais ça me fait très plaisir. Chaperoneuil est un spécialiste de volcans, donc c'est très bien, il va mettre un petit peu le feu aux poudres pour cette fin de conversation. En tout cas, Svetlana, merci beaucoup pour cet échange. Si les viewers n'ont plus d'autres questions, on va clore ici notre émission, notre conversation. Comme je vous le disais tout à l'heure, je mettrai cet échange sur YouTube en regardant peut-être un petit peu la VOD pour voir si les problèmes de connexion n'entachent pas trop comment dire, la finesse en quelque sorte de l'échange. En tous les cas, je vous remercie profondément et très sincèrement, Svetlana. De toute façon, je n'exclus pas l'idée de venir vous voir quelque part en province pour boire du champagne. Bref, en tout cas, je vous remercie profondément et sincèrement pour notre échange. Je vous ai lu dès 2022 en ayant ce coup de cœur qui ne s'explique pas toujours quand on lit des ouvrages. Voilà, et en tout cas que j'ai eu pour votre texte et pour votre personnalité. Je vous remercie, chers fidèles du chat, pour votre présence et pour vos questions, même si vous êtes une communauté extrêmement discrète. Sachez que la prochaine causerie littéraire sera donc le mardi 30 avril, dans 15 jours, et j'aurai pour invité un normalien agrégé et docteur S lettres spécialisé en littérature comparée qui s'appelle Swan Spies, qui est donc professeur et chercheur et dont les objets d'étude sont la poésie. On parlera de poésie conversationnelle chez Valérie Claudel et Léopardi, rien que ça sera très pointu, de cinéma et de jeux vidéo. Voilà. Merci Gavark si tu as trouvé ça très intéressant. Merci Malora d'avoir été là également. Svetlana, je vais couper ce Discord ici, cette conversation. Je vous remercie d'avoir été là avec moi. Je vous envoie un petit message d'amour demain, ou ce soir parce que vous êtes de la nuit. Alors je peux vous l'envoyer dans la nuit. Je sais que vous le recevrez sans aucun souci. Merci beaucoup pour notre échange. Et puis j'ai très hâte. Merci infiniment à vous. C'est parfait. Merci, à bientôt. À bientôt.